Bon, allez, je vais vous dire un truc de ouf, je vais vous faire peur. RE 2020, ça vous aurez bien peur. Alors, c'est Antoine, votre charpentier militant. Bon, on va parler un petit peu de la RE 2020, vous allez voir que c'est pas grand-chose, en fin de compte. Et qu'il ne faut pas trop s'inquiéter avec ce sujet, c'est assez simple. Réglementation environnementale 2020. Alors ça, c'est issu après la RT 2012. La RT 2012, les bâtiments doivent faire 50 kWh par mètre carré. Donc si vous avez 100 mètres carrés, vous avez donc 50 fois 100 mètres carrés. Ok. Donc c'est assez simple, on calculait des perditions thermiques, on calculait pas un petit peu les apports, mais pas trop. Et surtout, on regardait la résistance thermique qu'on avait dans les murs, au toit, etc., etc., les qualités de fenêtres, tout ce que l'on voulait. Donc c'était assez simple parce que là, on avait une obligation de calcul, une obligation de conformité par rapport à comment on construisait, mais pas une obligation de résultat. On calculait quelque chose, c'était conforme, tant mieux, c'est pas conforme, eh ben oui, il y avait peut-être des éléments autres. Et donc, quelque part, le BBIOS, c'est les besoins bioclimatiques des maisons, étaient déjà actifs ici, on était concerné par ce sujet, il fallait déjà construire intelligemment, mais ce n'était pas les points prépondérants, c'est pas là-dessus que c'était discriminant. Pourquoi ça s'appelle RE 2020 et qu'on est le 1er janvier 2022, elle apparaît, et vous voyez, ça fait un an maintenant qu'on a à peu près de RE 2020 derrière nous. Parce qu'il y a eu tellement de freins pour la mettre en place depuis 2020 qu'il a fallu 2 ans pour la faire accepter et la faire valider parce qu'il y avait un peu de surcoût qui risquait de se mettre en route, ce qui est un petit peu vrai. Ceux qui vous disent qu'il n'y a pas de surcoût vous mentent. Mais on peut bien contrôler les choses si, en termes de conception, on a fait ce qu'il fallait et surtout parce qu'on a pensé les choses différemment. Quand on construit une maison, quand on choisit son terrain, on ne pense pas de la même façon quand on fait une RT 2012 que quand on fait une RE 2020. Si déjà on accepte ce principe, alors tout va être simple. 50 kWh, 12 kWh par mètre carré. Boum, presque facteur 4. Là, ça commence à être chaud. Inférieur à 100 kWh par mètre carré d'énergie primaire. L'énergie primaire, c'est ce que vous allez consommer. C'est votre EDF, c'est vos différents fournisseurs. Ça peut être des éléments de bois, parce que vous chauffez avec des pellets, etc. Bon, peu importe. L'énergie primaire, il y a des coefficients, si c'est électrique, si c'est bois, si c'est des ENR, si c'est des énergies renouvelables, coefficient ou pas, tiens, c'est une question qu'on pourrait se poser ça, et etc. Du gaz, ouf, presque interdit maintenant. Et donc on se retrouve dans des situations où il faut bien comprendre qu'il y a des coefficients sur l'énergie primaire qui vont être appliqués, et en fonction de ce coefficient, donc l'organisme qui mis en place ça a privilégié plus ou moins certains apports style électricité ou bois ou autre chose. Le BPOS, c'est les bâtiments qui doivent être positifs. Donc, s'ils sont positifs en quoi? Ça veut dire qu'ils consomment moins, ils produisent plus d'électricité qu'ils ne consomment. Globalement, ça veut dire ça, en résumé. Donc, on peut imaginer qu'il y a de la technique derrière tout ça. L'équilibre de la réglementation environnementale 2020 prend tout ce qui était en RT 2012, à modifier certaines règles de calcul, à modifier certains coefficients sur l'énergie primaire, à diviser presque par 4 les besoins, a mis des barrières de 100 kWh par mètre carré. Suivant les régions, etc., il y a encore des coefficients supplémentaires. Il y a 9 indicateurs en tout, pour vous résumer. Et donc, ça change complètement les choses. Parce qu'on se retrouve là maintenant à devoir penser où est mon terrain, comment est-il orienté, quels sont les apports solaires. Ça peut aller de 900 kWh par mètre carré de terrain avec le soleil à plus de 1100, 1200. Enfin, ça dépend où on est. Si vous êtes à Lille ou à Marseille, c'est sûr que c'est un peu différent. Donc tout ça, c'est un savant calcul. Et attention, on doit être positif en énergie. Si on n'est pas positif en énergie, on a des points qui vont nous pénaliser. Si ces points nous pénalisent, on va devoir mettre de l'artillerie lourde, de la technique et des tas d'objets de conception qui vont coûter et qui vont nous obliger à faire des choses pas simples. On va compliquer les choses qui doivent être faites extrêmement simples. Donc si vous choisissez le bon terrain, la bonne orientation, sans les masques solaires, parce que vous êtes formé pour ça, vous choisissez le bon modèle de maison qui correspond aux apports et l'optimum dans lequel vous devez être, que bien sûr vous choisissez les bonnes dimensions d'isolant, la qualité, tout ça, ok, ça c'est simple, ça l'RT 2012 déjà assez bien,
on n'a fait qu'une couche de plus, c'est facile à faire. Mais par contre, ce qui est moins facile, c'est l'ingénierie qui est là-dessus, parce que les exigences thermiques plus des empreintes environnement, une empreinte environnement, c'est l'alimentation, tout ça, il y a une zone de calcul là, il y a des coefficients qui interagissent, et il y a un point d'équilibre entre le coût et l'efficacité. Et ça, c'est ça le vrai problème aujourd'hui, c'est de comprendre ça avec pertinence. Donc, quand on est charpentier et qu'on fabriquait des maisons comme ça, c'était si on est bien formé sur ce sujet et qu'on est très au fait de tout ce que l'on peut utiliser en bioclimatisme et différents matériaux, des casquettes de protection, qu'on connaît bien, mais bien, comment est-ce qu'on peut faire des apports solaires, qu'on a été bien formé, qu'on utilise des bons logiciels pour, par exemple, utiliser le logiciel maintenant qu'on met sur un portable. Vous visualisez le terrain comme ceci. Tiens, on vous fera une vidéo là-dessus, vous verrez que c'est sympa. Et vous pouvez tout de suite voir où est la courbe du soleil au 21 mars, où est la courbe du soleil au 21 septembre, où est la courbe du soleil au 21 juin, et vous voyez tout de suite qu'il y a un arbre qui va vous gêner, ah mais il n'a pas de feuilles, c'est un sapin, donc il va rester, qu'est-ce qui va se passer, et ainsi de suite. Et vous pouvez tout de suite dimensionner, en fin de compte, qu'est-ce qui va se passer. Sur un point ensuite, vous avez un certain nombre d'apports solaires, suivant, c'est très bien expliqué dans ce petit logiciel, on va vous faire une vidéo là-dessus, voilà, c'est sympa. Et donc à partir de ce moment-là, vous savez si votre terrain correspond à l'optimum dont vous avez besoin. Alors si vous êtes dans un lotissement, vous voyez bien la difficulté sur laquelle vous allez être. On va vous orienter comme ceci, on va vous demander de mettre le fêtage là-bas, et puis, ah ben non, c'est le fêtage, on le met comme ça, parce que vous voyez, la route est là, ben non, non monsieur, non, non. On prend un terrain, on prend une maison, on la pose dessus, on regarde l'optimum, on regarde comment elle tourne par rapport à l'axe sud. Est-ce que je la mets un peu plus à l'est, 12 degrés, 18 degrés, pourquoi? Oui, il y a plein de raisons qui sont importantes. Donc, la RE 2020, c'est facile si on sait manipuler ce calcul, bien comprendre les deux exigences et avoir un point d'équilibre. Alors, petite surprise. On ne va pas s'arrêter là. Donc, pour passer de là à là, qu'est-ce qui se passe? On a Nous, on défend un concept avec une maison évolutive qui, pour les autoconstructeurs, qui est très facile à construire, enfin, vous connaissez le truc. Donc, ok. Le BBIOS, les besoins bioclimatiques, la zone, l'altitude, l'exposition, les divers, tout ça, c'est bien décomposé pour que tous les indicateurs qui vont rentrer là-dedans, plus d'autres que dont je vais vous parler, sont compris et sont bien pensés. Et nous, cette maison, on l'a pensée pour pouvoir la tourner, pour pouvoir l'optimiser. Les casquettes se prolongent ou se prolongent pas. Les ouvertures commencent à l'est, finissent à l'ouest. Rien de pire que d'avoir une ouverture à l'ouest qui n'est pas protégée et avec le soleil couchant, d'avoir une surchauffe à l'ouest que vous ne pouvez pas décharger parce que la maison, elle va emmagasiner et vous vous retrouvez dans une situation vraiment très inconfortable d'été. C'est pourquoi, dans la RE 2020, il y a un coefficient qui s'appelle le DH, c'est le confort d'été. Donc, le confort d'été, c'est une explication qui vous explique que, par exemple, on prend un calcul, on prend 5 jours, c'est de fortes chaleurs suivies, on va voir le Tmax, la température max qu'on va obtenir, et pour ça, eh bien, on va mesurer au niveau des matériaux comment la chaleur va traverser, comment elle va impacter, est-ce qu'il y a du déphasage thermique, quelle est la densité des isolants, quelles sont les différentes parois. Oui, tout ça, ça paraît complexe, mais en vérité, quand c'est notre métier, on dimensionne une maison en fonction de tout ça et on l'adapte par rapport à la zone, l'altitude, etc. Quand on surdimensionne quelque chose, alors on se retrouve dans une situation de confort parce qu'on va fabriquer la même chose à peu près partout. Il n'y a que les casquettes, il n'y a que les évolutions de protection qui vont bouger suivant où on se situe. Entre Nantes et Nice, par exemple, il y a d'énormes différences par rapport aux apports et surtout à la façon dont on doit s'orienter et les risques. Donc le DH, le confort d'été, ça c'est vraiment quelque chose de très important. Et en fonction des matériaux, de l'exposition, de la diffusion, l'effet massif, peu importe, vous êtes OK, OK. Vous n'êtes pas OK, boum, clim. Donc électricité, donc surcoût, les 100 kWh par mètre carré, boum, explosé, etc., etc. Donc vous voyez qu'en fin de compte, je vous prends un exemple, hein, il y en a 9 d'indicateurs, et il y a des sous-indicateurs, ok? Mais c'est pour vous expliquer qu'en fin de compte, la conception de la maison au sud, comme on fait pour l'INAI évolutive, et je vous recommande de regarder la vidéo qui vous explique comment on l'a conçu, on est au sud, on a des apports entrants, on a des apports, on a des apports, on a des apports, on met une casquette, on ne met pas une casquette, peu importe. Ça, c'est notre conception qui nous permet de faire évoluer les choses. Je vous inviterai à regarder une vidéo là-dessus. Donc, on se retrouve quoi? Avec des obligations, un besoin d'équilibre, des coefficients de conversion en énergie primaire. Je vous en ai parlé là.
qui sont très importants. Parce que voilà, regardez, RT 2012, l'ELEC c'était 2,58. Boum, RE 2020, ELEC 2,3. Les autres bois, etc., 1. Les énergies renouvelables, 0. 0. Pas d'apport. C'est bonus. Donc vous voyez, on est rentré dans un autre principe. On ne va pas utiliser les panneaux photovoltaïques pour la conception. Sinon, on va utiliser d'autres choses. Et ils ont fait ça dernièrement. Pourquoi? Pour pas qu'on fasse une course à l'armement, qu'on fasse un porte-avions, alors qu'on peut faire quelque chose de beaucoup plus simple. Malgré tout, il y a certains apports techniques qui sont intéressants. Donc, la conception, le choix du terrain va définir absolument le coût dans lequel vous allez être. Quand on change un coefficient comme ça, et qu'est-ce qui nous prouve qu'ils ne le changeront pas dans les années qui viennent? Ça vous paraît peu, c'est beaucoup. Les conséquences sont énormes par rapport au calcul général. Plus, maintenant, le kilo CO2 par mètre carré, on appelle ça l'IC énergie. Alors ça, c'est un coefficient qui va évoluer. 2022, il était 1. 2028, on va arriver très 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 bas. Qu'est-ce qui se passe? Par exemple, moi je vous annonce que le gaz, de toute façon maintenant on ne l'utilise plus, on ne met plus de chaudière à condensation à partir de 2023. C'est fini. C'est interdit pour une dépôt de permis de construire, mais il y a plein d'autres choses comme ça. Donc on se retrouve avec des coefficients, avec des indicateurs qui vont fortement bouger. Si on ne les intègre pas, on n'est vraiment pas bien. Donc, je me répète encore une fois, le terrain, c'est la première question à se poser. La deuxième question, c'est la conception de la maison, comment est-ce qu'elle est faite ou quoi? Comment elle est orientée? Comment elle est protégée? Comment elle est dimensionnée? Quels sont les courants d'air circulants qu'on va pouvoir faire au travers de la maison? Et à partir de ce moment-là, une fois qu'on a fait toutes les choses simples, on regarde où on en est et on regarde si on a besoin de rajouter de la techno. Parce que moins de techno, mieux on se porte. Et moins ça coûte. Donc la RE 2020, ce n'est pas une grosse difficulté si on choisit bien. Nous, je vous invite à regarder la vidéo de présentation d'une A évolutive. Je pense que c'est assez révélateur quand vous voyez la maison. Ce que je viens de vous expliquer, ça va vous paraître beaucoup plus clair. Et donc, à partir de ce moment-là, voilà, la vidéo elle tourne là. Vous avez juste une petite idée, allez la voir et puis vous verrez à ce moment-là ce qu'il en est. OK? Voilà, juste pour démystifier, en fin de compte, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Hein. À bientôt.